Nous voici dans cette deuxième partie de ce Quantique Planet consacré aujourd'hui au livre de Pierre Jovanovic, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, donc paru au Jardin des Livres bien évidemment. Pierre, je te faisais part, je te vais poser une question juste avant la fin de la première partie, sur pourquoi la bourgeoisie allemande n'a-t-elle pas vu la montée d'Hitler. Et ça revient plusieurs fois au sein du livre. C'est comme s'ils étaient totalement déconnectés de la situation qui avait lieu dans la population globale au sein de la République de Weimar. Car autant les gens crevaient de faim, littéralement, mais la bourgeoisie, elle, apparemment, c'était ce qu'on appelle la bourgeoisie à l'époque, au sein de la République de Weimar, on ne pourrait pas vraiment la qualifier de bourgeoisie. C'est la haute noblesse qui ne voyait strictement rien de la misère des gens, finalement. En fait, techniquement, c'est comme aujourd'hui en France. Hein. Vous savez, ou en Grèce, hein, les très riches Grecs qui ne sont absolument pas touchés par la misère du peuple. Donc, dans la République de Weimar, c'était la même chose. Justement, il y a Sébastien Hafner qui a publié un très bon livre, Mémoire d'un Allemand, chez Actes Sud. J'ai mis ça en exergue ici dans le livre. Et il dit la plupart des gens qui acclamèrent Hitler en 1930 au Palais des Sports aurait probablement évité de lui demander du feu dans la rue. Je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'il le voyait comme un personnage misérable, un petit caporal. Bref, il n'était pas issu de la noblesse, il n'était pas issu de la bourgeoisie, il n'avait aucun diplôme, hein, on en a parlé tout à l'heure, et donc en conséquence de quoi, il ne valait rien pour eux, ça ne représentait rien. Il n'était même pas digne justement qu'on lui demande du feu. Cette citation de Sébastien Hafner est très intéressante parce que lui-même est bourgeois et son livre est très révélateur parce qu'il ne comprend pas. Hein. Mais Hafner devient fonctionnaire, devient magistrat fonctionnaire dans les années 30 et comme tous les fonctionnaires qui ont leur paye qui tombe tous les mois, ils n'ont pas à se préoccuper d'une part de gagner de l'argent et surtout ils n'ont pas peur de perdre leur emploi contrairement à la grande majorité des gens. Et à l'époque il n'y avait pas d'indemnité chômage comme aujourd'hui. Donc toute cette partie-là, la bourgeoisie et les fonctionnaires n'étaient absolument pas intéressés par Hitler. D'ailleurs, on le voit dans les élections. On le voit même dans les élections de 1932, hein, où les sociaux-démocrates reprennent du poil de la bête. Techniquement, c'est la mort du vieux président qui a amené Hitler véritablement au pouvoir. C'est là où il le prend, littéralement. Et il met fin à la République de Weimar et il inaugure le Troisième Reich. Hein, il faut rappeler qu'il y avait quand même, avant le Troisième Reich, il y en avait un deuxième. Hein. Ça s'appelait Bismarck. Hein, voilà. Alors je fais une citation pour voir justement cette incohérence, cet aveuglement. Tu parles d'Hafner. Hafner a grandi dans un milieu bourgeois avec un père extrêmement aisé et qui n'a jamais eu à souffrir du chômage, alors que le pays était littéralement décimé non seulement par le chômage de masse, mais également par la faim. Bourgeois aisé lui-même, ne souffrant en aucune manière des privations, ou si peu, du reste du peuple, Hafner n'a techniquement que faire des pauvres et des ouvriers dans son livre. Les gueux. Au demeurant, c'est le grand mépris des bourgeois pour les paysans, les gueux. Et ne comprend pas comment autant de gens puissent suivre Adolf Hitler. C'est la même chose avec Marine Le Pen. Comment des gens peuvent voter Marine Le Pen ? On l'a entendu mille fois. Je veux dire, et pareil en Grèce. Comment les gens peuvent voter pour Michaelouliakos. En Espagne, en Italie, comment les gens peuvent voter pour 5 étoiles ou le mouvement 5 étoiles, je confonds avec les hôtels, moi. Je crois que c'est 5 étoiles, hein. Quoi ? Ou Stella, le mouvement italien. Bon bref, on va dire 4 étoiles. Alors, la seule inquiétude d'Hafner, donc dans son livre en tout cas, se manifeste pour sa petite fiancée d'origine juive. Donc ça c'est le premier point. De son côté, écoutez bien, le journaliste de la BBC, Lawrence Rees, dans son livre remarquable, Adolf Hitler, la séduction du diable, a bien compris l'environnement qui a permis à la fleur carnivore d'éclore. Je cite, écoutez. En janvier 1930, juste 4 mois après le crash de Wall Street, l'Allemagne comptait plus de 3 millions de chômeurs, voire, si l'on inclut le travail à temps partiel, près de 4 millions. Dans cette atmosphère de crise, de nombreux Allemands étaient tous disposés à entendre le message de solidarité et d'unité nationale d'Hitler. Tant et si bien que les nazis firent une remarquable percée aux élections générales de septembre 1930.
leur part dans les scrutins bondit de 2,6% à 18,3%, si bien qu'ils constituèrent désormais le deuxième plus gros parti au Reichstag avec plus de 100 sièges. Fait plus significatif encore, ils obtinrent ce résultat extraordinaire sans proposer à l'électorat un programme détaillé de mesures politiques. Ils n'avaient pas de programme, ça me rappelle Macron, ça. C'était presque comme si la population allemande votait pour une idée émotionnelle qui se manifestait physiquement dans la personne charismatique d'Hitler. Un autre élément, on pourrait se dire, Hitler, dans cette histoire, si on regarde bien, il a eu l'occasion de monter les SA, le Parti national socialiste. Section d'assaut. Section d'assaut. Donc c'est les gardes du corps, on va dire. Donc les gardes du corps. Alors pourquoi ? Ce qui est aussi très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais comment le parti d'Hitler a pu créer ces sections d'assaut qui, on le rappelle, étaient en fait des milices au début. Donc, en fait, des anciens soldats désœuvrés qui n'étaient plus payés de la guerre de 14-18. Et voilà, alors ce qui est extraordinaire, et ça va vous ramener à notre époque, c'est que la République de Weimar n'avait plus d'argent pour payer la police. Elle n'avait pas le droit d'avoir d'armée, puisque fin de Première Guerre mondiale, l'armée allemande, on n'en parle plus. Donc, c'était le chaos social, c'était la misère dans la rue. Hitler parle d'un bordel à ciel ouvert. Et alors forcément, les gens, puisque c'est le chaos, on crée des milices, et les SA sont nés comme ça. Et ils prennent le pouvoir dans la rue. C'est gigantesque. D'ailleurs, on le voit bien dans le film de Charlie Chaplin, Le Dictateur. On voit bien les milices, les fameuses SA, qui déambulent dans les rues et qui tabassent tous les commerçants juifs, machin, etc. C'est vraiment très précis. Et on n'est pas encore arrivé à la nuit de cristal, la fameuse nuit de cristal. Donc on peut voir à quel point, comme tu le dis, ces anciens militaires désœuvrés rejoignent les SA. Que la police n'ayant plus de moyens... Mais parce qu'ils ont à manger. Mais oui. Donc, toujours pareil, il y en a bien un qui va dire, tenez, moi je vais vous amener ce que le gouvernement ne vous amène pas. Et c'est ce qui fait monter tous les extrémismes, puisqu'on parle de l'islamisme à l'heure actuelle. Bien évidemment, on cherche des coupables. Mais où sont les coupables quand on laisse une part entière de la population d'un pays en train d'être dans le désœuvrement total, intellectuel, culturel, financier. On a 6 millions de chômeurs en France, Donc voilà, faut pas s'étonner. Et ce qu'on dit là, à l'heure actuelle en France, regardez la politique de Macron aujourd'hui, de ce qu'il est en train de faire. On voit notamment donc sur toutes ces petites gens qui viennent à avoir des aides qui leur sont retirées. Ou avec la dette, on a le 93, le les département, APL, les APL. Là, il y a encore la semaine dernière, le responsable région du 93 vient de dire qu'il n'avait plus d'argent pour payer le RSA. Comment on va s'en sortir par rapport à ça ? Tu te souviens, on en avait parlé ensemble. On a dit, viendra un jour, je me souviens, c'était au début de nos revues de presse, viendra un jour où l'État ne pourra plus payer le RSA, ne pourra plus payer les chômeurs, parce qu'ils doivent rembourser la dette. Qui est, entre guillemets, qui nous a été faite avec de la monnaie de singe, mais c'est hors contexte. Mais là, on y arrive doucement, puisque le 93 ne pourra plus payer. Ils refusent de payer, ils n'ont pas l'argent pour payer le mois de décembre, voilà, des RSAistes. Alors, là, comme il est mentionné, quand un homme était chômeur à cette époque, sachant que les femmes ne travaillaient pas, important, il ne lui restait qu'une chose. Ou bien il devenait communiste, ou il devenait SA, c'est-à-dire membre des sections d'assaut nazis. Au début de 1932, la SA comptait plus de 250 000 membres, soit 3 fois plus que l'année précédente. Et là, ce passage-là, à mon sens, il est très important. Je vais vous lire un extrait du climat, parce qu'on en parle, mais c'est écrit d'une manière magistrale. Le Mark a plongé et ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce qu'il atteigne des figures totalement fantastiques en termes de folie. Millions, billions, puis trillions. Là, le vrai sabbat des sorcières de l'inflation avait commencé, et à côté duquel notre inflation autrichienne, avec son ratio de conversion suffisamment absurde, de 15 000 anciens shillings pour un nouveau shillings, n'était plus qu'un jeu pour enfants. Pour le décrire en détail, avec tous ces niveaux incroyables, il faudrait un livre entier, et les lecteurs d'aujourd'hui penseront qu'il s'agit d'un conte pour enfants. J'ai connu des jours où je devais payer 50 000 marks pour le journal du matin, et 100 000 marks pour l'édition du soir. Tous ceux qui avaient des devises étrangères à changer ne le faisaient que d'heure en heure, parce que à 16 heures, ils auraient un meilleur taux qu'à 15 heures, et qu'à 17 heures, il serait encore plus intéressant qu'une heure avant.
Par exemple, j'ai envoyé un manuscrit à mon éditeur, livre sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an, et j'ai demandé, pour des raisons de sécurité, une avance de droit d'auteur de 10 000 exemplaires. Entre le moment où il m'a donné le chèque et celui du dépôt du chèque à la banque, le montant ne payait plus que le timbre que j'avais mis sur une enveloppe juste 1 semaine avant. Les lacets coûtaient plus cher que 2000 chaussures achetées quelques semaines avant. Réparer une fenêtre cassée coûtait plus cher que l'achat de la maison. L'achat d'un seul livre bien plus cher que toute l'imprimerie avec sa centaine de presses. Pour 100 $ américains, on pouvait acheter des rangées d'immeubles de 6 étages sur le Kurfürstendamm et des usines pour le prix d'une charrette. Quelques adolescents qui avaient retrouvé dans le port une caisse oubliée pleine de savon ont vécu comme des rois en vendant juste 1 savon par jour, alors que leurs parents, auparavant aisés, étaient devenus des clochards. Au-dessus de tout ceci flottait le visage de super profiteur Stins. Étendant son crédit et exploitant le marque, il a acheté tout ce qui était à vendre. Les mines de charbon et les bateaux, les usines et les stocks, les châteaux et les grandes propriétés à la campagne. Et il les achetait avec rien. Parce que chaque paiement, chaque promesse de vente ne valait plus rien. Très vite, 1/4 de l'Allemagne se retrouva entre ses mains. 1/4. Et les masses, celles qui deviennent folles dès qu'elles peuvent... Précisons que c'est un genre Bernard Tapie, hein. Voilà, le Stins en question. Et donc les masses, celles qui deviennent folles dès qu'elles peuvent voir un succès de leurs propres yeux, l'ont salué comme un génie. Les chômeurs étaient par dizaines de milliers debout dans les rues et brandissaient leurs poings, tandis que les profiteurs et les étrangers, dans leurs voitures de luxe, achetaient les immeubles par rue entière comme ils auraient acheté des boîtes d'allumettes. Ouais. Vous voyez le délire dans tout ça. Et là, on voit la Grèce. Regardez ces ports, ces centres culturels, ces îles qui sont achetées à tour de bras. Le Qatar, sur Paris, sur nos terrains de foot, nos aéroports, tout y passe. Et c'est exactement ce qui est en train d'être décrit. Sauf que là, ça atteint des proportions qui sont mais gigantesques, tout simplement. Donc, voilà un petit peu le climat général. Et pourquoi la bourgeoisie n'a strictement rien voulu voir de ce qui se passait. Alors, pour revenir un petit peu dans la chronologie de ce qui nous amène, citation de Thomas Maine. « La fausse monnaie transforme les citoyens et les amène à devenir aussi faux que les billets que la Banque centrale les oblige à utiliser. » Absolument. Elle est énorme, cette citation. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des vrais billets, ça repose sur rien, c'est du vent. Et donc les gens deviennent aussi faux dans leur manière d'être. C'est exactement ce que j'ai dit dans la revue de presse sur TVL il y a une semaine. C'est-à-dire on a la fausse monnaie qui amène les fausses boutiques, hein, parce que maintenant les boutiques sont décorées avec des trompe-l'œil. Oui. Et la fausse monnaie apporte les fausses news. Hein, parce qu'on nous parle maintenant de fausses news, hein, alors que c'est l'AFP, c'est BFM, etc., qui nous balance des fausses news. Hein, c'est enfin toutes sortes de news sauf les vraies, quoi. Voilà, c'est le mensonge par omission. Hein. Et comme de bien entendu, toutes ces faillites bancaires en cascade, parce que ça a été le cas quand même, hein, bien évidemment, comme aujourd'hui, comme l'annonce Pierre depuis la revue de presse de 2008, toutes ces faillites bancaires donnèrent raison à Hitler, qui en parlait pratiquement chaque jour depuis 1919. Elles lui permirent surtout de gagner les élections. Vision juste et prophétique pour les Allemands. Bah, bien évidemment. Ça fait le mec il s'égosillait depuis 1919 à dire la raison les banques, absolument, bah voilà. Que les banques c'était le crime, hein, le crime et qu'il fallait les nationaliser. À partir du moment où il a pris le contrôle, c'est-à-dire où il a été enfin élu chancelier, il a pris le contrôle des banques. Enfin, il les a nationalisées. Il a mis Charte à la tête, bien entendu, de tout ça en tant que gouverneur. Et les banques sont très très vite rentrées dans l'ordre. Et de 6 millions de chômeurs, on est tombé à 1 900 000, je crois, en l'espace de 1 an et demi ou 2 ans. Donc ça montre bien que les banques sont déjà à l'époque volaient un maximum l'État, hein, et surtout la capacité de travail aux gens. C'est ça qu'il faut voir. C'est très révélateur, ça. Alors là, on va vous parler d'un cas qui est énorme, notamment par rapport aux protagonistes. Il s'agit de la faillite cachée de la Dresdner Bank, qui a eu lieu le 14 juillet 1931. Donc, 1929 était déjà passé par là. Alors écoutez bien, je vous décris un peu le climat, tu l'écris. Hein. Le gouvernement était sérieusement secoué par la danate et courait dans tous les sens. C'est une autre faillite bancaire. Hein, voilà. Ne sachant plus où donner de la tête.
Alors juste pour résumer, pour donner imaginez par exemple que demain BNP et Crédit Agricole font faillite. Hein, c'est ce qui s'est passé avec la Creditanstalt et puis la Danat, la Danat Bank. Et là, c'est la troisième, c'est la Dresdner. Le 12 juillet, des rumeurs commencèrent à courir sur la Dresdner Bank, installée aussi bien en Allemagne qu'en Autriche, Pologne, Turquie, Égypte, Grèce, etc. Donc, on ne parle pas d'une petite banque, brassant des milliards de marks de dépôt et de crédit. Appelé au téléphone, le directeur et son équipe furent sommés de se rendre dans le bureau du chancelier Heinrich Brüning. Sommé de s'expliquer, Herbert Gottmann, l'héritier de la banque, se drapa des voiles de l'intégrité et du scandale, horrifié que le gouvernement puisse croire que sa Dresdner soit en faillite. Pensée honteuse qui jetait l'opprobre sur son véritable établissement, banque des rois et des puissants de toute l'Europe centrale, des capitales industrielles, etc. Ayant par-dessus la tête des mensonges des banquiers, Brüning fit une moue de dépit. Vous avez intérêt à être honnête avec moi, et tout de suite, car si j'apprends plus tard que vous êtes en faillite, je ne ferai rien pour vous. Monsieur le chancelier, ma banque est solide. Alors je décide de ne fermer que la Danat pendant quelques jours. Mais vous restez ouvert. Merci, monsieur le chancelier. Gottmann retourna à sa banque, mais le mot s'était répandu. La foule s'était massée devant et au bout de 2 heures, la Dresdner n'avait plus d'argent à rendre aux clients. Gottmann retourna à la chancellerie et demanda de l'aide. Ce qui rendit Brüning fou de rage. Monsieur le chancelier, eh bien, on vous a caché la vérité. J'ai voulu maintenir la réputation de ma banque. Moi aussi, j'ai besoin de la même garantie sur tous les dépôts que vous avez donnés à la Danat. Furieux, Brüning prit carrément le contrôle de la Dresdner. Ses agences, comme celles de la Danat, ouvrirent à nouveau le 16 juillet, mais Gottmann avait tout perdu. Le chancelier considéra dès lors que tous les banquiers n'étaient que des menteurs et ne vivaient qu'avec l'argent de leurs clients. À partir de 1938, la Dresdner aida les nazis à confisquer les comptes des juifs. Voilà pour la petite info comment Dresdner... Oui, ça, les banques allemandes ont sérieusement collaboré effectivement à la suppression, entre guillemets, de tous les biens, enfin l'accaparation plutôt, ils se sont accaparés les biens des juifs, et la Suisse a été d'une grande aide, puisque tout ça a fini... On va y revenir, mais c'est pour vous dire déjà horrible. que la situation, à travers ce petit texte, est de voir à quel point les banquiers s'en mettent plein les poches et continuent à mentir malgré la situation. Devant le chancelier en plus. En plus, oui. C'est énorme. Cette affaire, c'est absolument énorme. Donc pas étonnant que Hitler soit arrivé par les voies républicaines au pouvoir avec 80% favorables dans les sondages. Ce qui maintenant est intéressant, c'est que quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a commencé à faire le ménage. Et quand on parle de ménage, par rapport à sa politique, à lui, sa vision. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'effectivement il a nationalisé les banques à partir de ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire par rapport aux juifs, par rapport à l'industrie? Comment il a trouvé l'argent, entre guillemets, pour redonner cet éclat et ce glorieux à l'Allemagne du passé? C'est-à-dire que d'une part, les grands travaux que Hitler a mis en place ont immédiatement redonné la confiance. Les Allemands avaient, par définition, avec tout ce qu'ils venaient de vivre, ça va depuis 1918 quand même, c'est pas rien comme année de galère. C'est absolument énorme. Je veux dire, c'est des générations quand même qui se sont... Et du coup, les Allemands ont repris confiance, et surtout les industriels ont repris confiance. Il y a eu des commandes d'État, et surtout le gouverneur de la Banque centrale a décidé que l'Allemagne vivrait entre guillemets en autarcie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'ils pouvaient produire chez eux, ils le fabriquaient chez eux. Interdiction formelle d'importer un quelconque produit qui était fabriqué en Allemagne, et les seuls produits qui étaient effectivement importés, c'était ceux qu'ils n'avaient pas, par définition. Et donc très vite, il a encouragé les femmes, les femmes plutôt à s'occuper, c'est le fameux KKK, c'est leur Kinder, Kirche et Küche.
hein, c'est-à-dire les enfants, la cuisine et l'église. Hein. Donc, D'accord. il a encouragé, ils ont même payé les femmes à rester chez elles, à s'occuper des enfants, pour que les hommes puissent, pour résorber en fait ces 6 millions de chômeurs. Et effectivement, ça s'est passé à une vitesse absolument phénoménale. Et immédiatement, les comptes sont revenus assez vite, on va dire, à l'équilibre. Et en fait, tout se serait parfaitement bien passé si, voyant ça, Hitler n'avait pas commencé effectivement à mettre de l'argent de côté pour financer la guerre. Et il était obligé de le faire en cachette. Donc il y avait tout un tas de milliards qui étaient mis de côté pour financer la fabrication des chars, des uniformes, et, des armes, etc. etc., etc. Et l'achat des matières premières, bien entendu. Est-ce qu'il y a eu une nationalisation des banques à ce moment-là? Il y a eu des nationalisations partielles, il y a eu des changements globaux des états-majors, la Dresdner déjà par définition a été nationalisée, mais en même temps il a essayé de louvoyer un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui l'ont financé, mais les banquiers là ils se sont tenus à carreau. Hein, la planche à billets tournait toujours? Ah non, elle ne tournait plus. Terminé. Ah non, terminé. Donc, est-ce qu'ils sont revenus? Ah non, la planche à billets s'est arrêtée en 1924 avec l'arrivée de Chart, hein, celui qui va devenir gouverneur, que Hitler va appeler, hein, et qui va devenir le grand banquier de cette époque-là, et qui va devenir d'ailleurs le conseiller de plusieurs nations après la fin de la guerre. Chart est passé à Nuremberg, mais il a été innocenté, puisque lui il était absolument dégoûté de la manière dont Hitler s'occupait des Juifs, surtout la nuit de cristal, hein, alors je rappelle aux jeunes que la nuit de cristal, il s'est passé quelque chose à Paris, qu'un officier, un diplomate allemand a été assassiné par un Français juif, et que pour venger la mort de ce diplomate, ils ont décidé de casser toutes les vitrines de toutes les boutiques juives à Berlin, ce qu'on appelle la nuit de cristal, parce que le bruit des vitres brisées, hein, du cristal, le bruit du verre brisé, voilà, ça donnait le Kristallnacht, hein, qu'on appelle, on appelle ça. Et là Chart a vraiment, il a été absolument dégoûté parce que c'était vraiment pas la meilleure façon, selon lui, de régler le problème. D'ailleurs, même les banquiers, hein, les banquiers centraux, ils étaient absolument effondrés, hein, de voir tout ça, parce que une fois que Hitler est arrivé au pouvoir, il a interdit aux Juifs d'occuper des emplois. Donc déjà, toute cette part, enfin bon, c'est pas grand-chose, hein, ça faisait peut-être 1 ou 2% de la population active, mais ils ont été démis de leur fonction. Les médecins, par exemple, ne pouvaient plus exercer. Les boutiques ne pouvaient plus exercer. Là, il y a des photos, on voit des SA qui sont en poste devant des boutiques juives, où ils sont là pour empêcher les Allemands ou les Allemandes d'aller faire leurs courses. Hein, tout simplement. Donc, alors que les Allemands, ils étaient peut-être antisémites, mais pas à ce point-là. Pas au point de... La preuve, c'est que les boutiques juives, je veux dire, elles fonctionnaient très bien avant l'arrivée d'Hitler. Hein, donc, voilà. Et à partir de là, il a commencé à saisir les biens de tous les Juifs. Voilà. Et donc là, il y a une grande vague d'immigration des Juifs dans toute l'Europe. C'était trop tard, là. Ça déjà, c'était le début de ce qu'on appelle le trop tard. Alors, si je dis ça... Parce que Hitler était très clair, attention, Hitler a été très clair dans Mein Kampf, hein, il a dit qu'il ne voulait plus des Juifs, etc. Et il y a eu la fameuse conférence d'Évian. Alors voilà, conférence d'Évian qui a eu lieu... Ça, c'est très alors, important. Écoutez bien... Personne n'est au courant de ça, hein, alors, la conférence d'Évian. Entre le 6 et le 15 juin 1938. Donc c'est 1938, voilà. Donc c'est pas 1 ou 2 jours, hein, c'est quasiment une semaine. Du 6 au 15 juin 38. La conférence d'Évian. 32 pays, 150 journalistes. La question qui se pose à la conférence d'Évian, c'est que faire de l'émigration des Juifs d'Allemagne? Et là... Eh bien, écoutez, c'est absolument effrayant, parce que Hitler a dit en fait à la communauté internationale, nous, on ne veut plus des Juifs, vous les prenez. Et donc, les 32 pays se sont réunis, il y avait à peu près une vingtaine d'ONG en plus, il y avait, je ne sais plus, 200 journalistes, je crois, de tous les pays,
Et au bout de 15 jours, les 32 pays, donc les diplomates, les mecs, ils sont arrivés après avoir joué au golf au Grand Hôtel d'Évian, qui existe toujours. Ils ont décidé que c'était pas une bonne façon et qu'en fait, il fallait que Hitler garde ses juifs. Et d'ailleurs, les Australiens ont dit officiellement, ont déclaré officiellement, nous, on n'a pas de problème raciaux en Australie, on va pas les faire venir, on va pas les inventer chez nous. Voilà. Il y a eu que 2 pays qui ont accepté de monter leur quota de juifs chez eux. Même les Américains, ils ont refusé. Et ça, en fait, c'était fait. C'est Franklin Roosevelt qui commençait à avoir une très mauvaise presse aux États-Unis dans la communauté juive américaine, parce qu'il refusait de monter le quota du nombre de juifs qui pouvaient venir aux États-Unis. Et donc, ça lui posait un problème à Washington. Et donc, c'est lui qui a fait organiser cette conférence. Mais il n'a pas augmenté le quota pour autant. Et donc, il y a eu la République dominicaine. Et si mes souvenirs sont bons, le Costa Rica. Alors, les mecs, ils se sont marrés. Les diplomates, ils étaient pliés en 4, je précise. Parce qu'à l'époque, pour aller à la République dominicaine, je ne sais pas si vous voyez le trajet, quoi. Non, mais surtout à l'époque, je veux dire, l'avion, c'était vraiment réservé aux milliardaires. Je veux dire, il n'y avait pas le transport de masse comme aujourd'hui, il fallait y aller en bateau. Enfin, il y avait 2 mois de trajet, techniquement. Voilà l'idée. Donc, ils pouvaient aller dans la jungle dominicaine ou au Costa Rica. Ils avaient vachement envie d'y aller. Donc, ça vous montre comment la communauté internationale a lâché les Juifs. Et ça, personne ne vous en parle. Aujourd'hui, on nous culpabilise tous avec l'Holocauste à la France, machin, etc. Mais toute la communauté est responsable de l'Holocauste. Et tous ceux qui ont participé à la conférence d'Évian sont responsables de cet Holocauste. C'est absolument immonde. Mais personne n'en parle. Et c'est curieux parce que même les Juifs, même la LICRA, machin, etc., ils pissent dans un violon. Ils parlent jamais parce que il y a quand même des billets à gratter là, donc il est préférable de culpabiliser tout le monde et d'obtenir de l'argent dans les procès, alors que je sais pas, mais la conférence d'Évian, je la mettrais en avant parce que pour moi c'est le pire des crimes. C'est là où le massacre des Juifs a été voté, et c'est même pas Hitler qui l'a décidé. C'est la communauté, c'est tous ces diplomates des 32 pays, des 30 pays qui ont décidé de ne pas accepter les Juifs. Les Suisses ont voté une loi pour les empêcher de venir. Vous avez le détail dans le livre. Voilà, donc pour les empêcher de fuir. C'est quand même incroyable. Alors, quand vous pensez qu'aujourd'hui, on reçoit des migrants sans papier, sans rien, c'est complètement hallucinant, quoi. On reçoit des va-nu-pieds, je veux dire, les mecs qui viennent du Moyen-Âge. Je veux dire, l'autre jour, j'ai vu un article, je sais plus trop où, un migrant qui a décidé d'avoir des relations sexuelles avec un poney ou une chèvre, je sais pas quoi, en Allemagne. Non mais attends, mais voilà. Mais la conférence d'Évian, il faut pas en parler. La conférence d'Évian, c'est là où le Holocauste a été organisé. Les Juifs ont été offerts en sacrifice à Adolf Hitler. Et Adolf Hitler ne s'est jamais caché dans Mein Kampf de ce qu'il allait en faire. Ouais. Cela dit, personne n'aurait imaginé qu'il mettrait ça à grande échelle. Mais Hitler a considéré ça comme une permission de facto. De Dieu, littéralement. Non, pas de Dieu, de la communauté nationale, de tous ces diplomates. Oui, mais en même temps, oui. Dans ce sens-là, je veux dire, lui, il n'était pas trop... il était plutôt attaché aux relations internationales. Et la conférence d'Évian, il a considéré qu'ils avaient les mains libres pour en faire ce qu'ils voulaient. C'est terrible. Moi, j'invite tous les gens à lire ça, parce que c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, c'est le plus grand... D'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus choqué dans le travail que j'ai fait sur ce livre, c'est la conférence d'Évian. J'en avais jamais entendu parler. Jamais. Je veux dire, pourtant, les mecs de la LICRA, on les voit à la télé, en train de pleurer, machin, etc. Mais aucun d'eux, j'ai jamais vu pleurer sur la conférence d'Évian. Tiens, pour le détail, à tous les Juifs qui nous regardent, Golda Meir, celle qui va devenir la future première ministre d'Israël, elle était toute jeune à l'époque, donc elle représentait elle représentait les Juifs. Elle n'a même pas eu le droit, les diplomates ne lui ont même pas laissé le droit de venir à la table des négociations. Elle était
elle était tenue à l'air, genre non. Donc elle avait déjà son étoile jaune, quoi. Hein, voilà. La conférence d'Évian, c'est le pire des crimes de l'humanité. Ça, il y en a eu deux. Là, il y a la planche à billets, hein, dont je parle. Et en ce qui concerne l'Holocauste, c'est la conférence d'Évian. Et là, ce sont les 30 pays qui en portent la responsabilité. 32. Non, 30, parce que les deux ont accepté de recevoir d'augmenter leur quota de migrants, de migrants juifs. Alors, il y a comme le destin aime bien de temps en temps, il y a des synchronicités qui sortent comme ça, et notamment, qu'est-ce qui sort dans les salles de cinéma en 1922 ? Alors ça, c'est énorme. Nosferatu. Ça, c'est énorme. Il faut montrer l'affiche, là. C'est génial. C'est énorme. Nosferatu sort en 1922. Nosferatu est un film allemand. 1922, ouais. Donc, qui nous parle, bien entendu, de vampires. Les légendes de vampires. Et là, le nombre de fois on a parlé des banquiers. Oui, les ont comparés à des vampires. Oui, tout le temps. Et puis, dans cette histoire, au-delà de ça, vous vous rappelez que les nazis, avec l'importance du sang pur, de tout ce que ça peut évoquer, comme par hasard, tu nous dis, dans cette histoire de sang pur, l'Allemagne se voulait pure, les Japonais aussi se voulaient purs, hein, comme étant du divin, oui. Et puis il y a le peuple, entre guillemets, élu, les Juifs, qui se disent aussi de sang pur. Donc dans cette histoire, il y a le Nosferatu qui symbolise cette histoire du sang, et de la manière dont ce dernier peut être pollué, et qui, en même temps... Ah, mais il va sucer le sang des trois. Est en lien direct avec cette hyperinflation, où littéralement les Allemands sont tous pompés. Quand on dit les Allemands, mais les autres pays d'Europe. Alors, une petite citation d'un sociologue allemand, Oswald Spengler, je cite, « Le destin a plus d'un homme dans son... » Ça, c'est moi, ça. Ah bon ? Oui. Ah oui, alors. Le destin a plus d'un homme dans son sac, et il aime bien annoncer le futur à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà, l'auteur le plus mystérieux qui annonça publiquement et par écrit la catastrophe que vivrait l'Allemagne entre 1920 et 1924. Donc Oswald Spengler, qui, dans un livre rédigé entre 1912 et 1914, sorti en 18, intitulé « Le déclin de l'Occident ». Alors ce sociologue met en avant justement toutes les grandes civilisations, comment ces dernières ont eu... finissent par mourir quand elles commencent à fabriquer de la fausse monnaie. Voilà. Ça, vraiment, ce chapitre est très important pour moi, parce que je montre à quel point les écrivains sont visionnaires. Le cas de Spengler et même du réalisateur, là, avec Nosferatu, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais. C'est incroyable. C'est purement incroyable. Alors Spengler compare justement la situation de l'Allemagne de l'époque avec Wehrmacht, avec l'Empire romain. Oui. Exactement, il fait le rapprochement. Combien de fois on en a parlé ensemble ? Le déclin de l'Empire romain, c'est parce que leur monnaie, les pièces d'argent, au début avec Caligula ou Auguste ou même César, les pièces en argent étaient en argent. On va dire que la teneur en argent était de 900 ou 925, peu importe. Enfin, c'était de l'argent, hein, voilà. Et à la fin de l'Empire romain, il n'y avait plus que, c'est pas 900, c'est peut-être 100 ou même 25. Hein. Il n'y avait plus d'argent dedans, hein, voilà. Il y avait juste l'argent était dilué. Avec d'autres métaux. La fausse monnaie. Et ce que nous dit Spengler, après l'ère des planches à billets, l'ère des Césars. Où il nous dit donc que les civilisations s'effondrent quand elles commencent à tricher sur leur monnaie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La Banque Centrale Européenne, depuis 2015, qui a émis 60 à 80 milliards d'euros par mois de fausses monnaies. Précisons-le. Oui, de faux. Hein, de fausses monnaies. La Fed, elle, le fait depuis 1971. La Banque of Japan depuis 1987 et la Banque d'Angleterre, bien évidemment. Donc toutes ces grandes banques centrales fabriquent de la fausse monnaie. Donc ce qui va engendrer forcément un chaos généralisé obligatoire. C'est mathématique. Et après, les fameux Césars dans chaque pays, puisqu'il y a un renfermement qui se fait. Là, je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Mugabe. Je m'en souviens qu'on avait parlé ensemble, c'était en 2009 ou 2010, de Mugabe déjà. Parce qu'il était arrivé avec son billet de, je sais plus, de 5000 milliards, ou de 5000 billiards. Hein, billiards. Enfin bref, il y avait tellement de zéros que
personne ne savait où on était. Et donc il a été déposé par un général, un dictateur encore plus fou que lui, qui a exécuté 20 000 opposants politiques il y a une quinzaine d'années quand même. Ça, c'est pas rien. Hein, en le jetant en crocodile. D'ailleurs, son nom, c'est le crocodile. Hein, c'est Monsieur Crocodile, hein, c'est Général Crocodile. D'ailleurs, c'est curieux, il devrait se jumeler avec les îles Caïmans. Hein. Bon. mais on a les scandales des, je sais pas quoi là, des Paradise Papers. En ce moment, ouais. Les îles Caïmans, ça fait partie des Paradise Papers où la BNP a beaucoup de comptes, hein, précisons-le. Société Générale aussi. Un petit historique de ce qui se passe. Alors, 1919, sortie en Angleterre du livre de Keynes, intitulé Les conséquences économiques de la paix. 1922, les Alliés font voter une loi allemande qui donne l'autonomie absolue à la Reichsbank par rapport au gouvernement. Donc la Reichsbank, la banque centrale allemande, qui obtient l'autonomie absolue pour faire ce qu'elle veut. Octobre 1923, le gouvernement allemand décide de licencier 33% de tous ses fonctionnaires. Ça vous rappelle rien ? Oui, tout à fait. C'est ce que fait le gouvernement français en ce moment. Octobre 1925. En douceur. Octobre 1925, puisqu'il y a toujours des synchronicités, sortie du film Métropolis. Mars 1926. Mais précisons que dans Métropolis, il y a des types des ouvriers qui jettent des corps humains dans des fours. C'est là où, là aussi, un réalisateur était... Les artistes sont des prophètes, hein, c'est très net. C'est pour ça que je l'ai mis, d'ailleurs. Et le deuxième, dans cette chronologie. Mars 1926, le film Faust est tourné. Oui. Juillet 1927. Comme Faust Monet. Juillet 1927, enfermement de Thérèse Neumann. Donc cette sainte qui ne mangeait que des hosties, Hitler l'avait fait enfermer. Mars 1938, arrestation de Louis Nathaniel Rothschild pour la faillite frauduleuse de la Kreditanstalt. Il était en train de s'enfuir, il était sur le tarmac. Janvier 1939, Time Magazine nomme Hitler homme de l'année. C'est intéressant parce que... Oui. Ouais. Je pense d'ailleurs que cette année, à mon avis, c'est Macron qui va être l'homme de l'année. Ce qui est marrant, pour ceux qui s'intéressent un peu à Macron, puisqu'on parlait du problème de Oedipe avec Hitler et de son homosexualité, je dis rien. Hein. Page 246, pardon, excusez-moi, c'est janvier 1939, l'Allemagne est en faillite. Rudolf von Havenstein, banquier central de la Wehrmacht, donc ce que tu disais. Le fameux Rudolf. Hjalmar Schacht, ancien cadre dirigeant de la DANAT. Donc prend sa place. Voilà. Et c'est là où il va il va stopper l'hyperinflation. Alors, tu nous donnes un petit peu cette conclusion. Alors, je vais page 249. Parce que je dis, il faut absolument que je te lise. 249. Alors, on y va. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est quoi ? Lire deuxième paragraphe, voilà. En langage très 21e siècle, nous dis-tu, Claire, oui, je vois. Hitler a surfé sur ces vagues. Tout à fait. Il a été l'incarnation même de ces vagues. Des vagues de haine, créées avant tout par des banquiers fous, dont l'avidité infinie a conduit le monde au désastre et à la haine globale. Car avant le génocide des Juifs, il y eut le génocide économique de dizaines de millions de pauvres gens, mourant de faim. Et cela, curieusement, personne ne les a jamais plaints. Tout au plus leur jette-t-on un regard plein de commisération, comme on regarde un chien abandonné dans la rue. Pas de documentaire, la Shoah des classes moyennes transformée en clochards. Pas de l'apocalypse des banquiers, avec des images restaurées en couleur. Pas de film des millions de morts de faim et de froid, ou le grand génocide de 1929-1939, réussi par John Pierre Pont Morgan, ou l'Holocauste des 100 millions de chômeurs pour ne jamais oublier. Non, rien de tout cela. Ouais. Absolument rien. Même pas une simple plaque commémorative. C'est pour ça que je tiens à rectifier, comment dire, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs. C'est parce que j'en peux plus qu'on parle de l'Holocauste, j'en peux plus. Parce que le mensonge de l'arrivée d'Hitler au pouvoir
Et les deux vont ensemble, hein. Alors qu'on oublie totalement de mentionner que, comment dire, l'Allemagne a vécu une crise économique pire que celle que les Grecs vivent en ce moment, et surtout ont vécu en 2009 et 2010, mais 100 fois pire. Et que des millions de gens sont morts de faim, que des enfants sont morts de... Vous savez, on nous donne toujours ces images d'Africains, vous savez, dans le métro, hein, on a donné, faites un don, vous allez sauver un, je sais pas quoi, qui meurt de faim au fin fond de l'Afrique. Mais je veux dire, ces gens sont morts de faim, littéralement, à cause des banquiers. Et de cela, personne n'en parle. Je veux dire, peu importe qu'ils aient perdu la guerre, et malheureusement, la crise cette crise bancaire et de fausse monnaie, il faut quand même pas oublier que ça a fait des sacrés dégâts en France. C'est pas par hasard que le Front populaire est arrivé au pouvoir en 1936. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Hein, c'est très important. Il faut voir le nombre de scandales bancaires qu'il y a eu dans les années 30, qui a permis au Front populaire d'arriver. Et d'ailleurs, la gauche, comme d'habitude, a détruit l'armée, et ce qui a conduit à l'autre désastre. Mais bon, ceci est une autre histoire. Il faut vraiment le préciser. Je tiens à montrer aux Français qu'il y a une autre histoire, et que cette histoire, il était vital, parce que ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Hein. Moi, je défends pas les Allemands ou les nazis, on est bien d'accord, mais j'estime vital de remettre les points sur les i, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et de remettre les fils barbelés là où ils étaient, hein, parce que oublier tout ça et nous faire croire que Hitler est juste arrivé par la haine des Juifs, mais c'est une abomination. L'abomination. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui haïssent les Juifs. Je veux dire, il y en a plein. Hein, c'est pas nouveau. Et je veux dire, tu vois, en Grèce ou en Italie, en Espagne, je veux dire, ça a toujours existé. Mais c'est pas pour autant que grâce à un mouvement politique, ils sont arrivés au pouvoir. Je veux dire, Hitler est arrivé au pouvoir à cause de la monnaie de singe, de la planche à billets et de la folie totale des banquiers centraux qui ont permis de décimer toutes les classes moyennes. Et qui dit de la destruction des classes moyennes, alors je parle même pas des pauvres, alors ils sont encore plus décimés. Et c'est ce qu'on voit en France aujourd'hui, les classes moyennes sont décimées. C'est ce qu'on voit en Italie, c'est ce qu'on voit en Espagne, et c'est ce qu'on voit bien entendu en Grèce. Hein. D'où la montée de tous les partis plus ou moins extrémistes. Marine Le Pen, elle a fait 35% quand même. Hein. C'est pas rien, c'est quand même indicateur de quelque chose. Et elle a fait 35% en étant d'une nullité totale à son débat. C'est quand même incroyable. Et d'où le retour au nationalisme que l'on voit partout, effectivement. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, ce qui est important d'entendre à travers cette émission et ce livre, c'est que Hitler avait des propos en tout début, comme on l'a dit, qui résonnaient pour tout le monde, bien évidemment, avec cette planche à billets. Et qu'il y avait le besoin, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir ? Le but du jeu, c'était que l'Allemagne vive en autarcie, soit totalement autonome, et puisse importer uniquement ce dont elle ne peut pas produire elle-même. Et c'est ce qui faire travailler les gens. Je veux dire, il avait 6 millions de chômeurs sur les bras, il les a remis au travail. Alors ça, il ne faut pas en parler, parce que ça, c'est... Aujourd'hui, on a 6 millions de 6, enfin officiellement 6, hein, techniquement, mais en vérité 10. Hein, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, Macron ne veut plus donner le nombre de chômeurs tous les mois. Parce qu'avant, hein, je fais cette relation de cause à effet. Hein, regardez bien. On a supprimé la fête des archanges. Hein, le 24 mars pour la Gabrielle, la fête des anges gardiens le 2 octobre, la fête de Saint-Michel, enfin bon c'est le 29, et la Saint-Raphaël qui était au mois d'octobre. Donc on a tout réuni en un. Hein, voilà. Donc c'est une fois par an, hein, voilà, on vous fait la fête, ou éventuellement la fête des anges gardiens n'est même plus mentionnée. Voilà. Donc c'est des milliards de messes qui n'existent plus. D'accord ? Mais regardez ce que fait Macron, c'est exactement la même chose. Au lieu de donner les chiffres du chômage, et par définition de mauvais chiffres de chômage, puisqu'on est en planche à billets, et toute planche à billets n'amène que destruction de l'emploi. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit dans ce livre. L'histoire, ouais. Alors, donc, au lieu de donner de mauvaises nouvelles 12 fois par an, eh ben, on n'en donne plus que 4 fois par an. Voilà. Comme ça permet plus de fausses nouvelles, plus de mauvaises nouvelles, donc fausses nouvelles, hein, puisqu'on n'en donne pas. Le mensonge par omission. Hein. Donc c'est eux qui fabriquent les fausses news.
Hein. Mais c'est bien entendu eux qui nous accusent, enfin qui m'accusent moi, Le Monde. Hein. Je rappelle que le journal Le Monde de fake news, alors que j'ai dit que l'argent liquide allait disparaître, alors que maintenant toute la presse suisse fait sa une. La disparition de l'argent liquide inquiète les dirigeants suisses. Hein, enfoiré, Le Monde. Alors justement, on va parler de la Suisse. C'est une bonne transition, comme par hasard. Pierre, donc Hitler arrive au pouvoir. Il fait donc cette fameuse guerre éclair qui révolutionne l'art du combat. On peut vraiment parler de génie, d'illuminé pour ce qui est de la manière dont il envisage la guerre, qui n'a strictement rien à voir, bien évidemment, avec la Première Guerre mondiale. Et comme le pays repose sur... l'économie de l'Allemagne repose sur rien, on va aller chercher l'or, bien évidemment, comme Napoléon l'a fait, dans les autres pays. La première chose que font les Allemands quand ils arrivent à Paris, en Tchécoslovaquie, etc., c'est d'aller à la Banque centrale et de récupérer les lingots d'or. Ça, c'est effectivement... C'est comme Napoléon, hein. Et je veux dire, la comparaison Napoléon-Hitler... Attention, Napoléon, c'est autre chose. Hein. On peut pas... Napoléon n'a pas fait d'atrocité. Il n'a jamais cherché à exécuter telle ou telle population ou pour telle croyance religieuse. Qu'on soit bien d'accord. Mais là, il fait exactement la même chose que Napoléon. C'est-à-dire qu'il va chercher les lingots d'or qu'il va ramener, effectivement, dans la banque centrale allemande. Hein, voilà, parce que techniquement, ils sont quand même fauchés. Hein. Alors, et justement, parce qu'on peut se dire effectivement comment Hitler fait venir le pétrole, l'armement, toutes ces machines, où est-ce qu'il va les acheter quelque part? Il faut bien payer là aussi les Allemands. Donc, ce qui est intéressant, c'est parce qu'il est vital de préciser que là, un peu, on a souvent parlé, les Américains contrôlent aujourd'hui le réseau bancaire de télécom. Le réseau de télécom bancaire, plutôt SWIFT, hein, puisqu'ils avaient éjecté l'Iran. Hein, ils ont dit l'Iran, donc ils ont déconnecté l'Iran de SWIFT pour forcer le pape à démissionner. On en a parlé ensemble. Ils ont déconnecté le Vatican, tous les terminaux bancaires de SWIFT, grâce à la JP Morgan à l'époque. Les Américains ont fait la même chose. Ils ont déconnecté les Allemands du système financier mondial. Sauf des Suisses, évidemment. Sauf les Suisses qui, eux, se frottaient les mains parce que tous les officiers SS et tous les officiers de la Wehrmacht qui avaient saisi des biens en Tchécoslovaquie, Hongrie, Belgique, Hollande, Autriche, Italie, Serbie, Danemark, Tchécoslovaquie. Voilà, je ne compte pas toutes les tonnes d'or, hein. Ça se compte en non, mais il y a ça, mais également d'or. celui de la population. Bien évidemment. Les biens des Juifs, les tableaux, etc., qui se sont retrouvés dans des coffres en Suisse et que les Suisses n'ont jamais rendus. Et que ils se sont bien gardés de... Ils demandaient... Attends, j'ai le cas absolument extraordinaire. C'était quoi le deal avec l'Allemagne? Entre la Suisse et l'Allemagne, c'était quoi le deal? Le deal, c'est que les Suisses ils disent, donnez-nous tous les lingots d'or que vous avez, nous on vous donne des francs suisses, et avec les francs suisses, vous pouvez aller acheter au Portugal les matières premières, le cobalt, le machin, dont vous avez besoin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Franklin Roosevelt va essayer de déconnecter la Suisse du réseau financier, et il va interdire aux banques suisses de travailler aux États-Unis. Alors, interdire, pour les punir. Je sais pas si on peut dire interdire, parce que cette réunion, alors entre les alliés, donc français, anglais, américains participent. Et elle a lieu, cette réunion, le 8 mars 1945. Donc quasiment à la fin de la guerre. Et donc oui. En plus, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, c'est que les mecs, au lieu de le faire en 1942 ou 43. Parce que comme il y a beaucoup d'Américains en même temps qui ont des comptes en Suisse, c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Donc il y a beaucoup d'Anglais qui ont des comptes en Suisse, donc ça fait un peu. Il faut quand même être prudent. Donc ils attendent quand même la fin de la guerre. Non, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, les Suisses sont très forts. Hein. Ils ont été très très forts. Donc là, ça a lieu le 8 mars. Donc c'est les accords qu'on appelle de Food Curie. Food Curie. Donc stipulant que les Suisses n'accepteraient plus l'or des Allemands. Voilà. Écoutez bien. Ça a lieu le 8 mars. Hein. Le 13 avril, les Suisses reçoivent 132 lingots d'or allemands contre des francs suisses. Hein, donc ils continuent. Hein. Oui, on signe.
Ils ont signé l'accord international. Voilà, et puis derrière, donnez-nous l'or, pas de problème, ils s'assoient dessus, quoi. Je veux dire, les Suisses sont les plus grands enfoirés ils ont joué un rôle massif dans la continuité de la guerre. Ça, vous le verrez dans le livre, parce que vous avez d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses sur la Suisse, malheureusement, qui sont on peut considérer les banquiers suisses comme des criminels de guerre. Écoutez bien. Pour plaire à Hitler et pour empêcher les Juifs allemands ou autrichiens de passer la frontière, la Suisse vota une loi le 7 avril 1933, modifiant sa règle de demande d'asile. Si le motif était religieux, les Juifs étaient renvoyés en Allemagne. Imparable. Deuxième point. Préparant que les Alliés allaient demander la saisie des comptes appartenant aux dignitaires nazis, les banquiers suisses leur offrirent aux nazis des comptes avec des faux noms et de fausses nationalités, leur permettant par la suite de virer l'argent en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, Brésil, Chili, etc. Raison pour laquelle Franklin Roosevelt bloqua tous les avoirs des Suisses et des banques suisses aux États-Unis le 14 juin 1941. Donc, même si les accords là de... Ça, c'est plus tard, c'est vers la fin. Mais c'est vers la fin. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Roosevelt a bataillé avec les Suisses jusqu'à la fin. Oui, mais il n'a pas réussi. Il a pas réussi parce que d'une part, il y avait énormément d'avoirs américains et anglo-saxons dans les banques suisses. Donc les banques suisses ont fait du chantage. Mais le pire des crimes des Suisses, c'est qu'il y a eu énormément de Juifs qui ont déposé leurs biens parce qu'ils ont vu que ça commençait à chauffer dans les années 30. Et pour ceux qui ont survécu, quand ils sont retournés dans la banque suisse en disant je veux ouvrir mon coffre, voici le code, elle dit non monsieur, prouvez-nous que c'est vous. C'est-à-dire qu'en fait ils se sont gardés tous les dépôts qui ont été faits entre 1930 et 1940 en fait. Ils ont tout gardé pour eux. Voilà d'où vient la phénoménale richesse des Suisses, du vol massif, on peut dire ça, des citoyens allemands, d'une part, qui ont déposé leurs biens en Suisse, bien entendu, autrichiens, qui ont déposé leurs biens en Suisse, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Autrichiens qui s'opposent à Hitler, il ne faut pas l'oublier, et donc qui sont partis, qui ont immigré ensuite aux États-Unis, mais qui ont déposé leurs lingots d'or, etc., ou leurs tableaux de maître dans les coffres en Suisse, et qu'ils n'ont jamais récupéré. Il y a eu l'affaire célèbre je crois que c'était l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Suisse, justement, sa mère, qui était juive d'ailleurs, et sa mère n'a jamais pu récupérer les biens. Et quand elle a vu que le nom de sa mère apparaissait sur les biens en déshérence, que les Suisses ont publié, ils ont attendu les années 90. 50 ans plus tard, quoi. Ils ont attendu pour être sûr que tout le monde soit mort. Pas de bol, il y a quand même quelques-uns, il y avait des survivants. Donc ils se sont fait gauler. Voilà, donc la réputation des banquiers suisses était sérieusement entachée, quoi. Eh bien, écoutez ça, c'est les propos de Jean Ziegler, ex-député suisse, qui a été interviewé lors d'un documentaire La Suisse coffre-fort d'Hitler de Xavier Harel. Et voici ce que nous dit Jean Ziegler. Le Reich n'aurait pas survécu à partir de 1943 sans la machine à laver de la Banque nationale suisse, le recel de cette banque et d'autres banques suisses en faveur du Reich. De même que on peut, Daesh, comment a survécu Daesh, là on voit la Farge. Bien sûr, bien sûr. Il leur faisait des chèques. Voilà. Sans parler certainement de la Turquie pour faire passer le pétrole, etc. et d'avoir accepté... Non mais attends, il faut quand même bien préciser, parce qu'on parle souvent... je précise bien que ce livre n'a rien à voir avec quels sont les industriels qui ont financé Hitler, etc. Il y a plein de livres là-dessus. Bien sûr. Mais sur le sujet des banques centrales, il n'y en a eu aucun, précisons-le. Et en revanche, en ce qui concerne les industriels français, je veux dire, c'était pas les derniers à collaborer. Il ne faut pas l'oublier, surtout dans 1940. Et d'ailleurs, vous verrez dans le livre tous les journalistes français qui ont collaboré. Il y avait même en 1942 ou 43, dans Time Magazine, il y a eu un grand papier sur les résistants français avaient donné la liste de tous les collabos dans lesquels on retrouvait le chanteur Tino Rossi, par exemple, ou Serge Liffard, etc. Enfin, des acteurs et d'autres personnalités, et dont une majorité de socialistes.
Étonnant, non? Bien Hein, sûr, voilà, bien sûr. voilà. On va se faire des amis, hein, mais bon, tant pis. Voilà, donc c'est très important de comprendre parce que le présent est fabriqué par justement le passé, par tout ce qui s'est passé, c'est le cas de le dire, à ce moment-là. Ouais. Et la situation aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de fabrication de planches à billets, et donc tout va recommencer inévitablement, c'est mathématique. Toute fabrication de planches à billets massive entraîne la destruction de... L'argent, c'est la colle sociale, c'est ce qui réunit, c'est ce qui permet aux gens d'interagir hein, avec D'avoir la confiance. tout comme on dit, voilà, c'est ce qui fait tourner les rouages. Et à partir du moment où le rouage se bloque parce qu'il y a plus d'huile ou parce que l'huile a été transformée en grain de sable, voilà, eh bien les rouages progressivement se mettent à ralentir et ensuite s'arrêtent littéralement. Et c'est ce qu'on voit dans la période Weimar. Hein, l'Allemagne a été détruite. Je le rappelle, il y a la planche à billets de la 14-18, de la période 14-18, la planche à billets de la période Weimar, d'accord. Et ensuite, troisième lame, bien entendu, alors la plus grave, c'est l'explosion de Wall Street, hein, qui a obligé les Allemands à rembourser tous les prêts faits par les Américains et qui les a encore plus appauvris et qui a agrandi le chômage. Et voilà sur quoi Hitler a grandi. Hein, Hitler n'est pas sorti, je le répète à nouveau, du chapeau comme ça en 2 mois ou 1 an, etc. C'est pas vrai. Vous savez, c'est comme la Révolution française. On nous dit c'est le 14 juillet, voilà. Et ça s'arrête là. Et tout le monde pense. Aujourd'hui, je vois des jeunes. Ils me disent, j'ai lu le livre sur la crise financière française, mais les gamins, ils tombent des nues. Ils tombent des nues. Ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé après le 14 juillet. C'était pire. La situation était pire, enfin économique, hein, j'entends, était pire que ce qu'il y avait avant. C'est quand même invraisemblable. Il y avait une hyperinflation comme à Weimar quasiment. C'est fou. Et tu nous dis, plus un gouvernement tente de censurer Hitler et ses idées, vieilles de presque 100 ans, plus elles enflamment les réalisateurs et le public. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Les premiers sortent des films sur Hitler chaque semaine qui encouragent le second à consulter massivement ses vidéos et ses discours. Et d'ailleurs, Mein Kampf se vend et la montée en flèche. C'est toujours vendu. Oui, mais de plus en plus, là, on l'avait vu, je crois, il y a quelques années. Il est tombé dans le domaine public en plus. Donc, je rappelle que les droits d'auteur allaient toujours, je crois, au gouvernement de la Bavière. Hein. Les Allemands se sont enrichis grâce aux ventes de Mein Kampf. Hein. Faut le savoir. C'est des millions d'exemplaires dans le monde. Hein. Tu nous dis... Chaque année. Ajoutez-y une crise financière, des banques qui font faillite les unes après les autres, la Banque Centrale Européenne qui imprime entre 60 et 80 milliards d'euros par mois de fausses monnaies depuis janvier 2015 uniquement pour les riches, ou les plus riches, et d'un coup, même le téléspectateur le plus blasé finit par se poser des questions légitimes, ne se rendant pas encore compte que l'histoire, grâce aux banques centrales, va lui resservir le même plat. Soyez prêts, nous dis-tu. Les escrocs de la Banque Centrale Européenne ont poussé le cynisme à un haut niveau stratosphérique. Devinez à qui ils ont confié la construction de leur nouveau quartier général. Alors ça, je crois que c'est la conclusion phénoménale de cet entretien. À Albert Speer. Qui est Albert Speer? Fils de Albert Speer, l'architecte favori d'Adolf Hitler. Alors précisons que Albert Speer, c'est la fameuse photo où on voit Hitler avec la tour Eiffel derrière lui. Et il y a Albert Speer. On peut dire que Hitler était très amoureux d'Albert Speer. Hein, oui. Hein, sous l'angle du rapport OSS. Hein, il était très très attaché à Albert Speer. Il lui vouait une admiration et une affection sans fin. Et c'était le seul qui pouvait l'accompagner partout. C'était pas un militaire. Hein. Et il lui avait confié des projets architecturaux absolument démentiels. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait fait le fameux voilà le chat. Attention au micro. Ouais, le fameux congrès de Nuremberg. Avec l'illumination totale et absolument phénoménale et la mise en valeur d'Hitler, enfin de son discours. Et le fait que la Banque Centrale Européenne confie, pourtant ce n'est pas les architectes de talent et internationaux qui manquent dans le monde, hein, on est bien d'accord, on a au moins 500 architectes de talent.
je dis de grands talents, hein, ouais, Jean Pay, etc., Ouais. qui ont fait la pyramide du Louvre. Eh bien, à qui ont-ils confié le nouveau siège social, enfin le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort, Wilden dans le Mille, hein, au fils d'Albert Speer, architecte, qui est lui-même architecte. Donc c'est Albert Speer II. Donc c'est signé. C'est absolument signé. C'est d'un cynisme absolument remarquable. C'est d'un mépris. C'est un mépris total. C'est un crachat à la face du monde. C'est un crachat à tous les pays qui ont été envahis par les nazis. Enfin bref, j'estime que la Banque centrale aujourd'hui est le pire des crimes actuels. Voilà. Mais bien entendu, sur BFM, on va vous parler de dormez bien et de quelques crimes crapuleux, hein, de quelques affaires de bas étage, mais surtout pas. Alors que aujourd'hui, c'est une fabrique de misère, c'est une fabrique de suicide. Il y a 3000 personnes qui se sont suicidées en Grèce, juste à cause de la crise, parce qu'ils n'ont plus de travail. Parce qu'ils n'ont plus d'aide sociale, parce qu'ils n'ont plus rien, parce que l'électricité leur a été coupée, et parce que maintenant, la Banque centrale grecque, à la demande justement de Francfort, hein, de la Banque centrale européenne, enfin de la fameuse Troïka, ils ont tout réuni. C'est-à-dire que si tu ne payes pas les impôts, on te coupe l'électricité puisque tout est réuni sur la note la note de l'électricité justement. Voilà. Donc c'est où tu payes tout. Et donc dans ce cas-là, tu peux avoir de la lumière. Si tu payes pas, bah on te coupe l'électricité. Et dans ce cas-là, c'est fini. Il n'y a plus accès à Internet, il n'y a plus accès au téléphone, il n'y a plus, hein, voilà, surtout à la télévision, à l'information, etc. C'est une destruction de la société. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, et vous avez tous dans vos poches des billets euros et des pièces de monnaie. Sachez que cette monnaie est empoisonnée et qu'elle va nous apporter une dictature absolument phénoménale. Et d'ailleurs, vous le savez bien, je suis le journaliste déjà le plus censuré de France, et même d'Europe, je crois, parce que personne ne s'est vu retirer autant de fiches Wikipédia. Et puisque maintenant, même la Banque de France interdit la lecture de la revue de presse, eh bien, on peut dire que là, on a touché un sujet crucial dont ils ne veulent surtout pas que vous entendiez parler. Voilà, donc cette émission est terminée. Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, comment Hitler a pris le pouvoir grâce aux banquiers qui ont fabriqué sans interruption de la fausse monnaie, et comment l'histoire a été réécrite pour totalement effacer leur rôle dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Ce livre est une sorte de cartographie pour moi, de pouvoir exercer un discernement sur ce qui se passe à l'heure actuelle et de comment ce qui est en train de se passer est à l'aune de ce qui s'est passé déjà dans cette entre-deux-guerres où les banques ont très bien mené leur barque pour assujettir les peuples. Et puis, quoi de mieux pour relancer une économie, de créer un chaos aussi. Parce que ceux qui s'en sortent toujours vainqueurs... Non, de créer surtout du chômage qui permet aux gens d'avoir peur de perdre leur emploi, ce qui permet d'avoir la paix. Oui, mais en même temps, cette paix, c'est ce chaos qui est distillé, permet aux gens d'être dans la peur, et ceux qui s'en sortent, toujours, jusqu'à maintenant, puisque les gouvernements ne font rien, il n'y a rien qui est fait. On retrouve le même scénario, c'est complètement hallucinant, et de retrouver donc ces banques qui, encore une fois, s'en sortent. Parce que là, on parle à un moment donné dans le livre de la faillite de Rothschild, où Hitler arrête Rothschild, d'accord. Bon, aujourd'hui, je crois que la banque Rothschild se porte bien, vu qu'elles ont quasiment toutes des parts dans toutes les banques à travers le monde. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein. Oui, il n'y a pas qu'elle, mais c'est un exemple comme un autre. C'est pas la plus puissante, hein. Donc il y a beau y avoir des crises de banques qui ferment les portes, etc. Bon, c'est des gros poissons qui rachètent les petits, etc. Et au final, qui s'en sort toujours ? On a vu qu'au cours de ces 10 dernières années de crise, justement, depuis que Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, on a vu que les riches sont devenus encore plus riches. Mais c'est normal, la planche à billets n'enrichit que les riches. Puisque la planche à billets, je donne un exemple, mais tu le connais, on l'a déjà donné 1000 fois. La planche à billets de la BCE ne fait que acheter des actions au CAC 40, à Wall Street, au FTSE à Londres, pour
pour que tout ça ne s'écroule pas. Donc ils font léviter tous les jours depuis 10 ans, ils achètent. Résultat des courses, leur portefeuille s'agrandit. La Bank of Japan, par exemple, possède 30% je crois, de toutes les entreprises japonaises, puisqu'elle a racheté toutes les actions pour empêcher que le Nikkei s'écroule. Hein, voilà. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème démocratique, puisque les banques ont acheté la démocratie via... elles ont pris la démocratie via des médias qu'elles ont achetés. Le Monde appartient à un banquier, M. Pigasse. Le Figaro appartient à un marchand d'armes qui dépend des commandes de l'État, Monsieur Dassault, et M. Drahi qui possède BFM-VC, la chaîne la plus minable d'infos de France. Enfin bref, CNews ou je sais pas, l'ex-iTélé, tout ça est contrôlé par les mêmes gens, faut pas l'oublier. Très important. Céline Pigaille, qui était auparavant sur iTélé ou CNews, elle est maintenant chez BFM. Voilà. Tout est dit. Bah écoute, intéressant de voir le retour de ce livre, puisque ça y est, il vient de sortir. Donc, c'est une projection, on voit avec ça, je sais pas ce que tu en penses, mais on voit bien le futur. Là. Bah, un élément, parce que la technologie vient se greffer à cette histoire, que tu nous parlais de la radio qui a été au début l'Internet de l'époque, et aujourd'hui Internet remplace la radio. Donc on voit comment Hitler s'est servi justement d'Internet, donc de la radio de l'époque, pour faire la propagande. Donc intéressant de savoir comment Internet va être utilisé ou pas. Les gens achetaient les radios pour l'écouter. C'était leur seule source d'information, bien évidemment. Donc ça serait très intéressant de voir comment Internet va jouer dans ce qui va arriver. On voit bien qu'ils essaient de prendre le contrôle d'Internet. Facebook empêche de passer des news politiques qui sont à la défaveur de Macron. Aux États-Unis, ils ont censuré toutes les informations au profit de Donald Trump. Il n'y avait que les fans d'Hillary Clinton qui avaient le droit de s'exprimer, parce que monsieur Zuckerberg, je crois qu'il s'appelle, monsieur Facebook, avait pris parti pour Hillary Clinton. La même chose pour Twitter aux États-Unis, où ils ont censuré carrément toute l'affaire des mails de monsieur Podesta et de Hillary Clinton. Non mais c'est invraisemblable. Donc ils essaient de prendre le contrôle de Internet, c'est pas par hasard. Alors ça déjà d'une part, et deuxièmement c'est la manière dont le désir d'enlever, parce que finalement les banquiers, là où où ils pourraient être pris la main dans le sac, c'est justement que l'argent papier continue à circuler. Mais dès le lendemain ou demain, puisqu'ils veulent supprimer l'argent papier, n'existe plus, ça serait une manière pour eux d'effacer l'ardoise, de ne pas être pris la main dans le pot de confiture et de pouvoir continuer leur business. C'est le moment où il y a de l'argent virtuel. Laurent, tu es témoin, j'ai toujours dit que la Fed avait besoin d'une guerre pour effacer je sais même plus combien il y a de zéros, les 200 000 milliards, trilliards, le trilliard de dettes américaines. Ils ont besoin d'une guerre parce qu'un pays en guerre n'a pas à rembourser sa dette. Voilà. Donc, et ça permet de remettre les pendules à zéro. C'est ce qui s'est passé avec Bretton Woods, il faut pas l'oublier. Et donc là, ils vont avoir besoin d'un nouveau Bretton Woods, mais pour ça, il faut une guerre. Donc on voit les tentatives de déclenchement de guerre avec la Corée du Nord. On voit là en ce moment avec les Saoudiens, enfin déjà avec les Russes, on a vu ils ont provoqué les Russes pour essayer. Beaucoup. Là, les Américains ont mis des forces spéciales, ils ont mis 200 chars, ou je ne sais plus combien de chars, juste sous les nez des Russes, en provocation pure. Ils cherchent la provocation, ils cherchent à déclencher une guerre pour effacer leur dette et tout l'argent qu'ils ont volé à toute l'Europe grâce à leur monnaie de singe. De Gaulle l'avait dit, mais là, c'est le moment de revoir ce que disait De Gaulle en 66. Il n'appartient qu'à eux d'imprimer autant de dollars qu'ils veulent pour s'enrichir sur le dos des autres. En tout cas, donc, tout ce qui fait la richesse d'un pays, tout ce qui appartient au peuple est en train d'être racheté, vendu, à l'image de ce qui s'est passé Alstom. Avec ces riches multinationales bourgeois qui, en Allemagne, pour les bouchées de pain, on rachète des rues, des usines, etc. Et c'est exactement ce qui se passe en Grèce. Ils rachètent avec la planche à billets. Avec rien. Ça veut dire ils achètent avec rien. Et le désir d'émancipation des peuples de cette fameuse dette, comme on l'a pu le voir avec la Catalogne. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a eu une forfaiture qui est magistrale dans cette histoire. C'est que d'après l'Europe et sa constitution, il est normalement
le peuple européen est libre, ou les citoyens européens sont libres de choisir, via la voie démocratique, de choisir quels sont Non, ça c'est une illusion. Oui, mais c'est inscrit concrètement. Non, parce que les Catalans, ils ont déclaré, ils ont voté pour leur indépendance. Ouais. Personne ne l'a reconnu. Le Kosovo, lui, il a déclaré son indépendance. Ils étaient payés par les Saoudiens. C'est comme par hasard, tout le monde a reconnu son indépendance tout de suite. C'est étrange, malgré l'opposition à l'époque de l'ex-Yougoslavie. En tout cas, fascinant quand même. Par rapport à la manière dont fonctionne l'Europe, les Catalans auraient été légitimes à choisir leur destin via un système démocratique comme ils l'ont fait pour dire on quitte un pays, l'Espagne par exemple, qui nous mène à la ruine. Ils auraient très bien pu, ils devraient avoir le droit normalement de le faire au sein de l'Europe. L'Europe autorise cette qu'a fait le gouvernement espagnol? Il a coupé les cartes de crédit Visa et Mastercard de tous les dirigeants politiques catalans. Oui, ou en prison ou autre. Non, mais déjà ils ont commencé. Vous pouvez plus rien dépenser, c'est fini. Vous pouvez plus vous déplacer, c'est terminé. La marque de la bête, on peut plus acheter ni vendre. Exactement. On revient toujours à la même chose. À la planche à billets. Pierre, un grand merci et puis plein de bonnes choses pour ce livre. Un grand merci à toi et. J'espère très sincèrement que ce livre va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes parce qu'il était temps qu'on mette les points sur les i de de planche à billets et des dégâts que cette dernière cause. En tout cas, les vainqueurs ont bien réécrit l'histoire et puis ils l'ont réécrit un peu de manière tellement maquillée que là, avec ce livre, on voit autre chose, littéralement. Je vous invite à mettre des commentaires, à liker ou pas cette vidéo. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à Immedia si nos programmes vous plaisent, notamment s'ils vous plaisent beaucoup et que vous souhaitez participer pour 1 euro symbolique par mois, une donation mensuelle, c'est sur notre page Tipeee, c'est juste en dessous. Et pour avoir de plus amples détails concernant ce livre, n'hésitez pas à aller sur la page qui lui est consacrée sur Immedia. Ça se trouve juste dans le descriptif sous la vidéo. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt.